Merci Didier, bonjour à tous. Donc je suis prestataire d'altitude. Je vais essayer de vous enfoncer plutôt et de vous laisser avec des questions. Juste un petit mot liminaire avant d'entrer donc dans le vif du sujet avec ce que vous pourrez dire ensuite et les différents thèmes sur lesquels on reviendra. Revenir de façon un peu générale, un peu non pas superficielle mais périphérique sur la question du paiement en soi. Ou plus exactement sur la façon dont le fait de payer quelque chose altère la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un en fait. Dans quelle mesure une relation est médiée par le fait de donner de l'argent, de payer. Que les choses soient claires, je suis payé pour être ici. Hein? Non, pardon, mais c'est intéressant. Je suis payé pour être ici, sauf que si ce que je vous dis ne tient qu'au fait que je suis payé pour vous le dire, d'une certaine façon, je ne vous dirai pas grand-chose. Voilà. C'est-à-dire que si, à l'intérieur de ça, je ne vous dis pas quelque chose, il n'y a aucun élément de gratuité dans ce que je raconte. C'est-à-dire si je ne fais pas l'effort d'être plus sincère que les raisons objectives pour lesquelles je suis avec vous aujourd'hui, il ne se passera rien. Et au fond, je ne vais pas vous dire autre chose que ça, aujourd'hui. Il faut s'arrêter sur le paradoxe attaché à la notion de paiement. Parce que le paiement, c'est ce qui nous rapproche de l'autre. C'est ce qui crée des échanges, c'est ce qui crée de la mobilité, c'est ce qui crée, soi-disant, des rencontres. Il faudra voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est ce qui nous rapproche de l'autre. C'est ce qui instaure la nécessité d'une discussion, d'un échange. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, l'équivalent, le synonyme de discussion, et encore aujourd'hui, c'est commerce, bien sûr. Nous avons commerce. Nous commerçons, ça veut dire qu'on discute. Le paradoxe, c'est que deux personnes entrent en contact avec l'argent au milieu. Et par conséquent, la relation qu'ils ont entre eux est médiée par l'entremise d'un besoin commun ou la médiation d'un contrat. La personne à qui on s'adresse, quand on s'adresse à elle parce qu'on est en négociation avec elle ou parce qu'on trouve de l'intérêt dans ce qu'elle est ou dans ce qu'elle fait, n'est pas un autre. C'est la partie de l'autre qui a de l'intérêt pour soi. Ce que je veux dire ici, c'est qu'une relation humaine qui repose uniquement sur l'échange, c'est-à-dire sur le calcul de l'intérêt que je trouve à discuter avec quelqu'un plutôt qu'avec quelqu'un d'autre, sur la nécessité que j'ai de discuter avec un tel plutôt qu'avec un autre, est une relation qui n'est jamais une relation avec un autre. C'est un peu comme un verre d'eau. Vous avez soif, le verre d'eau vous passionne. Vous n'avez plus soif, le verre d'eau vous indiffère. N'avoir avec l'autre qu'une relation de commerce, c'est le traiter comme un verre d'eau. Il est utile pour vous, il vous passionne, il n'est plus utile pour vous, vous ne voyez même pas l'intérêt de vous souvenir de son prénom. On est ici dans un rapport à l'autre qui est un rapport extrêmement compliqué, puisque ce qui multiplie les échanges, et donc ce qui sur le papier multiplie les rencontres, est également ce qui nous éloigne incurablement de la personne avec qui on échange ou on commerce. Puisqu'entre lui et nous, c'est interposé la médiation d'une utilité. Il n'y a pas de gratuité là-dedans. Ou plus exactement, une relation ou un échange devient véritablement un don, c'est-à-dire un échange véritable ou une rencontre, à l'instant où, à l'intérieur du commerce que nous établissons, on introduit justement un élément de gratuité. Et le paradoxe, évidemment, c'est que dans toute entreprise, l'introduction de cet élément de gratuité dans le commerce, qui a priori n'a rien à voir avec la fonction ou la raison d'être de l'entreprise, est en réalité au plus grand profit de l'entreprise elle-même, puisque la loi du marché célèbre en premier les valeurs qui la contestent. C'est une règle d'or de la loi du marché. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de plus grand succès de librairie en général que les essais de sciences humaines qui dénoncent la loi du marché, dont les auteurs font le tour des plateaux télé. On est plusieurs comme ça. Non, mais c'est intéressant ça quand même. Hein. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on ne sort pas du marché, si vous voulez. Ou plus exactement, ça veut dire que il suffit pas pour sortir du marché de dénoncer le marché, de dire le marché c'est mal et du coup j'ai bonne conscience, je peux me mettre à côté. Vous pouvez acheter mon livre dans lequel il est en solde en ce moment, dans lequel j'explique que le marché c'est très très mal. Vous y apprendrez que le marché est un danger. Et puis si vous en achetez beaucoup, j'aurai le droit d'en écrire un autre. Au-delà de cette difficulté, si vous voulez, au-delà de cette difficulté, c'est-à-dire au-delà, finalement, de la pellicule qui s'interpose entre deux individus et qui tient aux besoins qu'on peut avoir de l'autre et non pas au désir, si j'ose dire, qu'on peut avoir de l'autre. Il ne s'agit pas de désirer tout le monde, mais il s'agit d'avoir avec eux ou avec lui ou avec quelqu'un une relation qui n'est pas simplement dictée par le besoin, mais qui est aussi dictée par la curiosité. En somme, comment traiter l'autre, non pas comme un verre d'eau, mais un peu comme Tintin traite ses aventures.
vous souvenez des aventures de Tintin, tous. Vous savez que ce qui est étonnant dans les aventures de Tintin, c'est à quel point le paysage change. C'est toute la différence entre Tintin et Astérix. Astérix, c'est toujours la même histoire. Ça revient toujours au même endroit, etc. De temps en temps, il voyage, mais en gros, c'est toujours la même histoire. Et le banquet final est toujours le même. Tintin, c'est toujours différent. Pourquoi ? Non seulement parce que lui est un peu transparent et que donc il ne recouvre pas de sa personnalité les paysages qu'il visite, mais aussi, surtout, parce qu'il n'a aucun intérêt direct dans les aventures où il entre. Il y va toujours par curiosité. Ce qui fonctionne, du coup, aux yeux des scénaristes et donc aux yeux des lecteurs, comme un exhausteur de goût, comme une attention décuplée envers le paysage qu'il nous montre ou l'histoire qu'il nous raconte, parce qu'il ne se met pas au milieu, parce qu'il ne fait pas le calcul de son intérêt dans le fait même d'aller dans une aventure. Comment entretenir avec autrui une relation qui soit une relation de paiement, à l'intérieur de laquelle pourtant l'autre trouve sa place ? C'est-à-dire, comment être en situation, c'est ça le problème, et c'est un vrai souci, et au fond c'est le problème autour duquel on va tourner tout l'après-midi. Comment commercer avec l'autre sans nier ce qui fait de l'autre un autre ? Comment commercer avec l'autre tout en s'attachant à ce qui en lui relève d'une véritable altérité, c'est-à-dire tout en s'attachant à la partie de lui-même ou d'elle-même dont je n'ai pas besoin ? L'enjeu est important, c'est pas une perte de temps. Il ne s'agit pas simplement parce que l'individu qui se sent réduit, d'ailleurs, pardon, mais tous les cérémoniaux dans les entreprises en général sont destinés à montrer que, ok, on bosse dans une boîte, mais on a un cœur. C'est l'humain qui nous intéresse, pardon. Non. C'est du commerce, ça aussi. C'est du commerce, c'est bon, mais vous avez raison. Mais comment faire en sorte que ce ne soit pas complètement seulement du commerce, en fait ? Ou plus exactement, que ce soit suffisamment rentable. Ou plus exactement, comment atteindre la rentabilité supérieure qui accompagne le désintéressement ? Comment en venir justement à ce seuil où c'est effectivement l'humain qui compte et non pas seulement sa fonction sociale, sa raison d'être, ou bien sa puissance ou sa surface sociale ? Comment on fait ? Comment on fait pour introduire dans la médiation, dans le rapport avec autrui, quelque chose qui ne nous en éloigne pas ? Parce que, encore une fois, le paradoxe du paiement, c'est que ce qui nous rapproche de l'autre est aussi ce qui nous en sépare. C'est un peu comme l'intelligence par rapport au monde, si vous voulez. L'intelligence nous permet de connaître le monde, d'exercer une maîtrise sur lui, et dans le même temps, nous sommes séparés du monde par le calcul. Vous savez comme moi que les réalités humaines ne relèvent pas uniquement du calcul, et que donc quand c'est seulement l'intelligence qui aborde les problématiques humaines, comme l'amour, l'amitié, ou je ne sais pas quoi, l'intelligence est impuissante et se trouve toujours prise en défaut. Eh bien, de la même manière que l'intelligence nous sépare du monde par les moyens que paradoxalement elle nous donne de le connaître et de le saisir, le paiement nous sépare d'autrui par les moyens qui nous en rapprochent. Et l'origine de ce vice interne au paiement est donc, parce que, encore une fois, il y a deux enjeux là-dedans. Le premier, c'est de rencontrer quelqu'un, ce qui est quand même utile. Enfin, non, ce qui n'est pas utile, mais ce qui est plus important que ça. Et le second, surtout, c'est que dans une relation marchande, rien n'est plus fécond, rien n'est plus productif que le sentiment de n'être pas simplement traité comme le légat d'une marchandise. Rien n'est plus aimable, rien n'est plus désirable, rien ne donne davantage envie de commercer que d'avoir le sentiment qu'on n'est pas simplement là pour ça. Et d'ailleurs, c'est en général la comédie que toutes les entreprises se jouent, et ce n'est pas toujours une comédie, il arrive que ça soit vrai. Il arrive que les choses se disent. Ce sont des affaires humaines, si vous voulez. Les affaires humaines ne relèvent pas uniquement de la raison pure, ni de la raison calculatrice. J'en viens à l'origine de ce vice interne, ce paradoxe de l'argent. Il est formulé dans les Politiques par Aristote. Aristote décrit ce qu'il appelle le basculement de la valeur d'usage à la valeur d'échange. C'est très 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 important parce que, en fait, c'est très simple. Mettons, vous savez faire des chaussures. Alors vous fabriquez des choses, vous fabriquez des sandales. Vous les fabriquez pour votre pied. Donc vous avez les sandales que vous avez fabriquées. Vous êtes l'artisan de ce que vous avez fabriqué. Vous fabriquez les choses pour en jouir. Ou bien pour que vos proches en jouissent, mais vous n'allez pas le vendre à votre enfant. Donc vous êtes dans le régime de la valeur d'usage. Et puis, soudain, quelqu'un arrive et vous dit « Oh mon ami, elles sont belles tes sandales, les miennes sont pourries, est-ce que tu veux pas m'en faire? J'ai 3 sous si tu veux, etc. » Et vous vous mettez à fabriquer des sandales pour quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. Un autre. Et là, on bascule, dit Aristote, dans ce qu'il appelle la crématistique, c'est-à-dire la valeur d'échange.
La première, la valeur d'usage, s'applique aux biens destinés à la consommation de celui qui produit. La seconde s'applique aux biens destinés à l'échange. Or, évidemment, pour Aristote, le remplacement de la valeur d'usage par la valeur d'échange, c'est le début de la fin. Voilà, c'est le début. Donc on est au-delà du début de la fin, tous. Hein. C'est le début de la fin. Il y a un petit côté mélanchonien chez Aristote de ce point de vue. C'est intéressant parce que, non, cela dit, c'est intéressant parce que vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les clips de campagne qu'on avait à un moment, la France Insoumise avait eu cette idée, je dois dire, assez bonne, assez efficace. Ils étaient commercialement, en termes de marketing, ils ont enfoncé tout le monde. Et vraiment, c'était extraordinaire. Mais il y avait à un moment une pub étonnante où on voyait une sorte de petit commerce. Il y avait un type dans un café avec un livreur qui arrivait, qui venait apporter des fruits, qui repartait. Tout le monde était de bonne humeur. Quelqu'un qui commande un jus de pamplemousse, une troisième personne qui écrit un manuscrit sur une table, etc. Ça avait un petit côté de village rêvé, si vous voulez. Et le message qu'envoyait la France Insoumise avec cette image-là, c'était de dire on n'est pas hostile au commerce, on n'est pas là le couteau entre les dents à vous égorger parce que vous essayez de gagner votre vie, au contraire. Non, en revanche, on est hostile à cette folie du commerce qui veut que certaines personnes bénéficient en se tournant les pouces du fait que des milliers d'autres travaillent pour eux. On ne veut pas de cette société-là, on veut d'une société où les individus vivent de ce qu'ils produisent eux-mêmes. Retour à la valeur d'usage. Au fond, c'est ça que ça signifie. C'est un retour à la valeur d'usage. Imaginez par exemple, vous n'êtes pas capitaliste, au sens le plus ordinaire du terme, c'est-à-dire vous n'avez pas la disposition du caractère qui vous donne envie de produire, d'installer les dispositifs qui font que des gens bossent pendant que vous êtes peinard. Vous n'avez pas le caractère pour ça, vous ne savez pas faire. Bon, bien. Ou pendant que vous bossez vous-même pour vous occuper, hein, mais c'est bon, peu importe. Vous n'êtes pas ça. Mais en revanche, vous vivez de ce que vous produisez, de ce que vous proposez. Vous êtes l'artisan de vos propres ressources. L'unique artisan de vos propres ressources. Vous êtes freelance. Vous êtes dans la valeur d'usage. Vous n'êtes plus dans la valeur d'échange. Alors, pour Aristote, l'introduction ou le recouvrement de la valeur d'usage, qu'il ne faut pas négliger, hein. C'est pas parce que c'est un projet de société qui fonctionne pas que c'est pas un idéal régulateur ni une intention respectable et intéressante. Au contraire. Et je ne fais jamais que célébrer justement la valeur d'usage quand je célèbre la possibilité de rencontrer l'autre au-delà de l'intérêt qu'on trouve en lui. Mais pour Aristote, le recouvrement de la valeur d'usage par la valeur d'échange, c'est un inconvénient pour l'humanité elle-même. C'est-à-dire que l'humanité elle-même renonce à ce qui fait le sel de l'existence en remplaçant le don par l'échange. En remplaçant le geste magnifique de celui qui s'enrichit en se dépouillant de ce qu'il a, par le geste mesquin de celui qui, dans le commerce avec autrui, fait en toute situation le calcul de son seul intérêt. Et ces problématiques, qui datent du IVe siècle, qu'on trouve dans les politiques ou dans l'éthique à Nicomaque, sont les mêmes. C'est très important de l'observer. D'abord, c'est très utile quand on fait de la philo, parce que ça permet de dire que Platon et Aristote ont toujours un sens aujourd'hui. Donc il vaut mieux, quand on fait de la philo, penser que les humains n'ont pas fait de progrès. Mais, franchement, c'est pas difficile à démontrer que les choses n'ont pas changé, que les passions sont les mêmes ou que l'humanité n'a pas progressé. Je ne dis pas que les individus ne progressent pas, je dis que l'humanité comme telle n'a pas progressé. Si l'humanité avait progressé, le XXe siècle n'aurait pas été le plus meurtrier de tous. L'humanité, la morale, ne progresse pas. Donc les problématiques qui sont celles d'Aristote sont aussi les nôtres, c'est juste les outils qui varient. Et parmi ces outils, il y en a un qui vient recouvrir ce problème aristotélicien et qui vient y injecter la célérité, pour le coup, du XXIe siècle, c'est la question du paiement mobile, ou de l'invisibilisation des moyens de paiement, c'est-à-dire de la disparition de la monnaie. Que reste-t-il du recouvrement de la valeur d'usage par la valeur d'échange, c'est-à-dire de l'omnicommercialisation des rapports humains ? Jusqu'à des scènes surréalistes ou à l'intérieur même. C'est très intéressant quand des gens se séparent. Quand des gens se marient, on donne tout, on prend tout, etc., etc. Puis après, les gens se séparent. Et là, ils sont aussi mesquins qu'ils l'ont peu été au moment de se marier. Et on bascule là encore de la valeur d'usage à la valeur d'échange. Mais c'est Guitry qui a dit « Le premier homme qui s'est marié ne savait pas, le deuxième est inexcusable ». Après, lui-même s'est marié 5 fois.
Pardon, j'y pense. Vous savez que Guitry qui est un génie absolu, qui est un de ses bons compagnons d'existence. Vous ouvrez un livre de Guitry en 2 secondes, il n'y a pas une tristesse qui résiste à une page de Guitry. Vous ouvrez ça, Guitry, c'est le même homme qui dit être privé de quelque chose, quel embarras. Être privé de tout, quel débarras. C'est bien vu. C'est le même homme qui savait dire, c'est la plus belle phrase, c'est celle, on la remarque assez peu parce qu'elle n'est pas spectaculaire, et c'est pour moi le sommet de toute sagesse, enfin je n'en connais pas d'autre. Je ne désire que ce que j'ai. Imaginez un homme capable de se dire ça. Je ne désire que ce que j'ai. Celui-là, vous allez me dire, oh, il manque d'ambition. Non, 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 il est beaucoup plus ambitieux qu'un ambitieux, justement. Il est beaucoup plus ambitieux que quelqu'un qui voudrait remplir son existence comme on remplit le tonneau des Danaïdes, si vous voulez, en la comblant d'un manque, en essayant de combler indéfiniment le manque qui se renouvelle. La capacité à désirer ce qu'on a, c'est l'ambition supérieure, c'est ce que les philosophes appellent le souverain bien. Mais je clôt cette parenthèse, on y reviendra tout à l'heure. Le basculement de la valeur d'usage à la valeur d'échange est très important, surtout quand il est recouvert par l'invisibilisation des moyens de paiement. Parce que moins vous voyez que vous payez, moins vous pensez que vous le faites en fait. Et du coup, et ça c'est une des vertus de cette arnaque de l'invisibilisation du paiement, excusez-moi, enfin de cette planque quoi, de cette façon qu'on a de se cacher le truc, de faire comme si on payait pas vraiment puisqu'on paye pas. Hein. En gros, quand je dis arnaque, je dis du sentiment qu'on a en sortant de son Uber d'avoir pas trop payé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors qu'on paye au carré, bien sûr, mais bon, de ce sentiment-là, si vous voulez, de cette impression-là. Ou alors, plus subtilement, l'impression que l'on a quand on va sur un site gratuit en ligne de ne pas payer, alors qu'en réalité, évidemment, ça finira par nous coûter quelque chose. L'invisibilisation des moyens de paiement a cette vertu tout à fait intéressante d'atténuer l'intermédiation de l'argent. On le voit moins, on le sent moins. On le sent moins. Il a vraiment pas d'odeur, celui-là. Et c'est Georges Marchais, vous savez, qui disait « Moi, je dis qu'il faut prendre l'argent là où elle est ». Eh bien, l'argent, on le voit moins. L'argent n'a pas d'odeur. Et du coup, il arrive que sur la base d'un malentendu, c'est-à-dire d'un commerce qui s'ignore, d'un commerce qui est si invisible, si rapide, qu'il n'est même plus conscient de lui-même, que d'authentiques relations non médiées par le sentiment du commerce s'établissent. Et c'est là qu'on atteint quelque chose de tout à fait intéressant, c'est un effet paradoxal de l'invisibilisation des moyens de paiement. C'est que le sentiment qu'on a d'être moins entouré d'argent quand on sent moins l'argent ou quand on le palpe moins, a pour effet de multiplier les rencontres véritables à l'intérieur même de ces médiations commerciales qui semblent pourtant contrarier la possibilité de rencontrer l'autre, puisqu'en général, on réduit l'autre à l'utilité qu'il peut avoir. Ce que je veux dire ici, et je terminerai là-dessus, et après on reprendra ces discussions, c'est qu'il y a un lien, je crois, entre l'ubérisation, dont on reparlera, c'est-à-dire l'atténuation de la présence physique des monnaies d'échange, le fait de les enjamber, et le désir de concevoir une société qui ne soit pas uniquement une société marchande, mais dont les valeurs, c'est-à-dire ce qui n'a pas de prix, prennent le dessus. C'est très intéressant de voir que le désir d'une société non exclusivement marchande se vit en général comme en guerre et en bisbille, en colère contre une société où tout s'achète et tout se vend, alors qu'il est tout entier né du fait que dans un monde où tout s'achète et tout se vend, on sent moins qu'on achète et on sent moins qu'on vend. Les choses sont absolument liées. Comment faire pour rencontrer quelqu'un à l'intérieur d'un commerce, d'un échange, et comment faire et comment comprendre le sentiment qu'on peut avoir de se rapprocher davantage des gens à mesure que l'argent donne l'impression de s'estomper. Voilà, ce sont 2 questions autour desquelles on pourra tourner l'après-midi est un mot masculin, tout l'après-midi. Merci de votre attention et à tout à l'heure.